Encore une fois, mon nom est Marie-Christine Gingras, je suis directrice du Centre d'affaires Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard. Donc, on a des équipes de directeurs de compte un peu partout à travers les deux provinces. Et je vous présenterai à la fin les coordonnées, vous donner les coordonnées de notre représentatrice sur l'île du Prince-Édouard. La pandémie de coronavirus a provoqué une des pires crises économiques de l'histoire, comme on le sait. Et dans ce contexte sans précédent, les entrepreneurs canadiens ont encore une fois démontré, comme je disais, leur courage et leur capacité d'adaptation. Donc, cette année, dans le cadre de la semaine de la PME à la BDC, on veut prendre le temps de reconnaître leur résilience et de mieux comprendre ce qui a changé pour les entreprises canadiennes et les aider à bâtir l'avenir en cette période d'incertitude. Donc, c'est dont je vais vous parler ce matin, donc de l'impact de la pandémie sur l'économie et sur nos PME et comment nos entrepreneurs canadiens renouent avec la croissance. Avant ça, je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer qui on est à la BDC et ce qu'on fait. Nous sommes la Banque des entrepreneurs, donc on offre nos services exclusivement aux entrepreneurs canadiens et on joue un rôle complémentaire à celui des institutions financières du secteur privé. En un mot, à la BDC, on offre du financement, du capital et des services conseils. Donc, l'impact de la pandémie sur les PME et sur notre économie. Il y a plus de 1,1 million de PME au Canada. De plus, on le sait, ces PME représentent 99,8 % de l'ensemble des entreprises canadiennes. Donc, c'est vraiment notre moteur économique au Canada. La pandémie a eu un impact très important sur ces PME. Donc, on a vu que 76 % de nos entreprises ont eu une diminution des ventes. Près de la moitié ont dû réduire leur personnel. 76 % ont vu une diminution de leurs bénéfices, donc des profits qu'ils font en fin d'année. Et près de 40 % se sont endettés davantage. La pandémie a laissé environ 3 millions de Canadiens sans emploi là, dans le pic au mois d'avril. Depuis, on a vu qu'à peu près 2 millions de ces emplois-là ont été récupérés tout au long de l'été, mais au mois d'août, il y avait encore à peu près 1 million de Canadiens qui étaient toujours sans travail. Le deuxième pic d'infection qu'on voit arriver tout de suite va continuer de faire de la pression sur notre système de santé, sur notre économie et donc sur nos PME. Mais la situation s'améliore lentement. La reprise est amorcée, mais on le voit, elle va être inégale par temps et elle va être difficile pour plusieurs entreprises. Certains secteurs de l'économie, dont l'alimentation, la technologie, la fabrication, se sont bien remis. Il y en a même, on a vu, qui sont en meilleure position qu'avant. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes et ça va ralentir les niveaux d'investissement et notre croissance. Il y a d'autres secteurs et j'imagine vous le vivez de façon importante, dont le tourisme, les hôtels, les restaurants, les voyages aériens sont toujours en difficulté et vont continuer de l'être pendant encore un certain temps. Un autre point à garder sur votre radar, c'est que presque la moitié des Canadiens ont vu leur revenu familial diminuer, donc ont perdu du pouvoir d'achat. Ça va avoir un impact sur les habitudes de consommation des gens. Et vous avez probablement remarqué même déjà chez vous-même une modification de vos habitudes d'achat. On constate que la pandémie a donc modifié ces habitudes-là. Les consommateurs sont prudents. Hein? On dépense moins, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, puis on fait attention à nos sous. Vendre en ligne est maintenant un incontournable parce qu'on a vu que les gens, bien qu'ils dépensent moins, ils vont moins au magasin. Donc, s'ils ont besoin d'acheter, achètent plus en ligne. On voit aussi des bonnes choses. Donc, l'achat local et responsable est devenu très populaire et demeure plus important chez le consommateur. Et la santé demeure une préoccupation capitale. Donc, on voulait mieux comprendre la façon dont les entrepreneurs canadiens font face à la situation actuelle et comment ils prévoient renouer avec la croissance.
Donc, pour ce faire, on a mené 2 enquêtes en mai et en juin de cette année. Donc, une enquête auprès de 1000 dirigeants d'entreprises canadiennes et un autre auprès de 2000 consommateurs. On a également constaté que les entrepreneurs canadiens ont su faire preuve d'ingéniosité pour s'adapter aux défis de l'après-crise. Je ne sais pas si on est encore dans l'après-crise comme telle avec tout ce qui se passe, mais bon, pendant ce temps. Dans le cadre de notre étude, on a relevé 5 priorités des entrepreneurs alors qu'ils se préparent pour l'avenir. Je vais prendre quelques minutes pour les passer en revue. Je pense que les constatations de l'étude vont résonner auprès d'autres entrepreneurs également. La première stratégie consiste à assainir le bilan. Près de 4 entrepreneurs sur 10 vont prioriser cette année le redressement de leur situation financière. La pandémie a grandement affecté les finances de beaucoup de PME canadiennes et plusieurs ont connu une chute dramatique de leurs revenus alors que les coûts ne diminuaient pas nécessairement autant ou au même rythme. Donc, pour arriver à équilibrer les rentrées et les sorties de fonds, les entrepreneurs cherchent d'abord à réduire les coûts d'exploitation. Un premier réflexe, on coupe dans les dépenses. Donc, ceux qui œuvrent dans le commerce de gros, dans l'hébergement, dans la restauration sont parmi les plus susceptibles de placer cet objectif au sommet de leur liste. La maîtrise des flux de trésorerie ou de notre cash flow, comme on dit en bon français, et la réduction des niveaux d'endettement sont également prioritaires. Les entrepreneurs du secteur des services immobiliers de location, par exemple, sont parmi les plus susceptibles de vouloir alléger leur endettement. Enfin, certains entrepreneurs prévoient également de mettre sur pied un fonds de prévoyance qui peut-être n'avait pas dans le passé. Donc, en temps de crise, les liquidités prennent encore plus d'importance qu'en temps normal pour une entreprise. Le fait de redresser les finances de votre entreprise va aider à maintenir les opérations courantes puis relancer surtout les activités quand la crise sera passée. Donc, un bon point de départ lorsqu'on cherche à réduire nos coûts d'exploitation consiste à trouver les dépenses opérationnelles récurrentes qui peuvent être suspendues pour une courte période. Par exemple, les dépenses de loyer. Est-ce que le propriétaire de l'immeuble dans lequel on est serait prêt à faire le report de loyer ou à revoir un entente temporaire pendant cette période? Est-ce qu'il y a des matériaux ou des fournitures qu'on n'a peut-être pas besoin tout de suite vu la demande réduite? Est-ce qu'on peut interrompre temporairement certaines dépenses liées aux communications? Est-ce qu'on peut retarder certaines dépenses discrétionnaires, comme des déplacements, des choses comme ça? Chaque fois qu'on reçoit une facture, il faut se demander si la dépense est vraiment nécessaire à ce moment-ci. C'est essentiel de comprendre les besoins en fonds de roulement pour planifier nos opérations sur une base journalière, mais aussi planifier la relance des activités. Donc, ici, on l'a vécu avec les entrepreneurs. On a vu qu'il y avait beaucoup de besoins au niveau de compréhension du fonds de roulement chez les entrepreneurs. C'était numéro 1. Comprendre notre fonds de roulement va nous permettre d'être en une position, comme on dit, supporter nos opérations, mais surtout de prévoir la relance. Mais que ça repart, il faut être en mesure d'être capable de repartir. Donc, le fonds de roulement, ça représente les fonds nécessaires à la poursuite des activités quotidiennes, mais ce flux-là est interrompu pendant le ralentissement. Qu'est-ce qui va nous rester pour financer la relance de nos activités, mais que ça reprenne? Pour le savoir, on peut utiliser une feuille de calcul sur laquelle on note nos entrées, nos sorties de fonds. On appelle cet exercice-là un exercice de prévision de trésorerie à cycle continu, ou comme je dis en bon français, un budget de caisse ou un cash flow. Donc, comment ça fonctionne? D'abord, on indique nos entrées de fonds, nos comptes clients, nos ventes au comptant, d'autres sources de fonds qui peuvent rentrer dans la compagnie, comme les subventions, les prêts. Tout de suite, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles pour les entrepreneurs pour supporter ces entrées de fonds-là.
Ensuite, on met nos sorties de fonds, les comptes fournisseurs, les salaires, les paiements mensuels récurrents et les paiements de prêts aussi. Lorsqu'on a fini de compiler ça, les entrées et les sorties, on peut analyser les résultats. Donc, en fonction des rentrées et des sorties de fonds, on va être en mesure de prévoir combien va s'élever le fonds de roulement qu'on va disposer pour financer la relance de nos activités. Ça va nous permettre de savoir si c'est suffisant. Est-ce que notre marge de crédit va être suffisante à nous supporter? Est-ce qu'on a les reins assez solides pour supporter ce qui s'en vient en avant? Bon nombre d'entrepreneurs recherchent du financement pour éponger les pertes qu'ils vivent présentement. Si vous redémarrez les activités, mais que le rythme de ces activités-là n'atteint pas celui d'avant le COVID, il va falloir s'assurer d'être capable de rembourser nos dettes pour ne pas causer un stress supplémentaire sur l'entreprise, mais sur l'entrepreneur aussi. Donc, pour gérer la dette, il faut faire preuve de prudence. Il ne faut pas s'attendre à revenir au niveau pré-COVID immédiatement. Il faut se prévoir du temps. Il faut faire nos calculs. Servez-vous des prévisions de trésorerie assez continues, comme que j'ai montré à la diapositive précédente. Et il faut déterminer vraiment la somme dont on va avoir besoin et le montant qu'on peut, de façon réaliste, pouvoir rembourser dans le futur. Il faut y aller à notre rythme. Plus la croissance est rapide, plus les besoins en fonds de roulement vont augmenter. Donc, si vous avez beaucoup de liquidités, vous allez pouvoir faire grandir votre entreprise de façon plus audacieuse. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez à court d'argent avant que les clients vous payent. Donc, il va falloir faire des choix. Il faut harmoniser la croissance de l'entreprise avec le fonds de roulement afin de réduire le montant qu'il faut emprunter. Commencer à économiser. Donc, plusieurs entrepreneurs, et c'est peut-être quelque chose qu'ils n'avaient pas fait dans le passé, mais commencent à comprendre le besoin présentement d'avoir un coussin, comme on dit, avoir un fonds de prévoyance. Donc, ça va leur permettre d'avoir les liquidités nécessaires aux besoins. Fait, des petits trucs pour établir un fonds de prévoyance, déposer des liquidités de côté chaque fois que c'est possible, puis se doter d'un coussin qui va nous aider à surmonter cette période difficile. La deuxième priorité des entrepreneurs en ce temps, tirer parti de la technologie. On a été très contents de voir que cette priorité-là est ressortie comme numéro 2 dans l'étude. Nombreux sont les entrepreneurs résolus à moderniser leur entreprise et à la rendre plus productive en misant l'investissement dans les technologies. Puis ça, c'est des bonnes nouvelles. On le sait, au Canada, on est un peu en arrière. En Atlantique, encore un peu plus en arrière. Fait que c'est rafraîchissant de voir qu'on est prêt à investir dans les technologies pour aider nos entreprises à non seulement croître, mais à demeurer concurrentielles au niveau canadien, mais même mondial. Il y a nombreuses raisons d'investir dans la technologie, on le sait, mais la pandémie de COVID-19 a accéléré tous ces besoins-là, en plus d'en créer de nouveaux. Voici quelques bénéfices opérationnels des investissements technologiques énumérés par les entrepreneurs qui ont participé à l'étude. Donc, premièrement, un nouveau besoin qui n'était pas là avant, permettre la distanciation sociale des travailleurs et le télétravail. Optimiser les processus afin de réduire les coûts, améliorer l'expérience en ligne des clients, puisqu'on sait que maintenant, beaucoup plus de gens font affaire en ligne. Maintenir ou réduire le nombre de travailleurs. On a vu ici plusieurs clients faire des modifications et investir et ont été capables de peut-être réduire leurs besoins en main-d'œuvre. La main-d'œuvre est une chose dure à obtenir aujourd'hui, donc ils ont été capables de s'adapter et faire des gains par rapport à ça. Accroître la capacité de production et numériser leur chaîne d'approvisionnement. Dans une étude précédente qu'on a faite il y a quelques années, la BDC a constaté que plus on investit dans la technologie, plus on en retire des bénéfices. Par exemple, les entreprises qui ont investi 10 000 $ et moins dans les technologies numériques ont vu leur revenu augmenter d'environ 4 %. Les entreprises qui ont investi entre 50 et 75 000 $ ont connu une hausse de plus de 9 % de leurs revenus.
Et enfin, les revenus des entreprises qui ont investi entre 500 et 1 million en technologie. Et là, on s'entend qu'on ne parle plus nécessairement des PME, là, on parle de beaucoup plus grosses entreprises, ont vu leurs revenus augmenter de près de 16 %. Il ne faut pas attendre qu'un malheur se produise pour nous pencher sur les risques reliés à nos systèmes technologiques. Hein. On le sait, avec la technologie, vient aussi tous les risques de se faire hacker, comme on dit, ou toutes sortes de risques de sécurité par rapport à nos services technologiques. Donc, quelques étapes simples ici pour vous permettre de continuer d'exercer des activités en cas de problème technologique grave ou à tout le moins réduire les coûts associés à ceux-ci. Donc, sauvegarder nos données, adopter une politique de sécurité à l'interne, se doter d'un plan de rétablissement, se débarrasser du matériel désuet, donc demeurer à jour dans nos équipements et protéger notre matériel actuel. Nous croyons que la clé pour que vos investissements dans la technologie soient rentables consiste à commencer par des petits projets. Souvent, c'est le problème dans la technologie. On ne sait pas trop par où commencer, puis on voit ça très gros. Il ne faut pas essayer de mettre en place un trop grand nombre de changements trop rapidement parce que, bon, les équipes à l'intérieur des entreprises vont avoir de la misère à adopter ces changements-là et souvent, on ne peut pas retirer le maximum de bénéfices de nos investissements. Troisième priorité, et bon, plusieurs d'entre nous l'avons vécu et le vivons encore, miser sur le télétravail. Les entrepreneurs canadiens veulent continuer d'intégrer le télétravail à leur pratique d'affaires. 60 % des PME comptent sur le télétravail après la crise, contre 50 % avant la crise. Donc, on le sait, on l'a vécu, le télétravail. On n'était pas tous confortables avec ça. On a été forcés de le vivre et de s'adapter et on s'est rendu compte qu'il y a des bénéfices et les gens sont mieux confortables plus rapidement. On peut voir que les entrepreneurs ont vu ça et veulent continuer d'explorer ces avenues-là. Les entrepreneurs ont constaté plus nombreux résultats positifs avec le télétravail. Donc, ils ont vu une capacité d'innover au sein de leur organisation. Ils ont vu la productivité des employés augmenter. Ils ont vu une amélioration de la motivation des employés. Ils ont vu la capacité d'attirer des employés. Donc, comme on dit, on a de la misère avec notre main-d'œuvre. Hein? Il y a un shortage, excusez mon français, je parle mon français, shortage de main-d'œuvre au Canada. Donc, le télétravail nous permet peut-être d'aller chercher des talents à l'extérieur de notre zone géographique et vient aussi améliorer la culture d'entreprise. Donc, pour aider les employés à travailler de la maison, on doit veiller à ce qu'ils disposent des outils appropriés. Fait qu'on donne, voici certaines étapes que les entrepreneurs peuvent suivre pour y parvenir. Donc, investissez dans du matériel et une infrastructure qui permettent à vos équipes de bien travailler de la maison. Tirez parti d'outils gratuits ou peu coûteux. On n'a pas besoin de dépenser une fortune. Par exemple, Google Hangouts, Skype, Zoom, comme on utilise aujourd'hui pour des vidéoconférences. Slack, Microsoft Teams pour la collaboration, ou Trello ou Basecamp pour la gestion de projet. Insistez pour que chaque membre de l'équipe utilise les mêmes applications. Par exemple, mentionnez que chacun doit utiliser Google Hangout dans l'organisation pour les conférences. Choisissez des outils de logiciels qui sont faciles à installer et faciles à utiliser pour maximiser encore là l'utilisation des employés. Si le coût associé à la fourniture du matériel nécessaire à vos employés vous préoccupe, voyez-le comme un investissement. Selon une étude récente de Global Workplace Analytics, un employeur type peut économiser en moyenne 11 000 $ par année pour chaque demi-journée d'un télétravailleur. Si les membres de vos équipes sont répartis dans divers emplacements, vous devez rehausser vos communications. Il faut augmenter la fréquence de nos rencontres d'équipe.
Il faut tenir des rencontres individuelles hebdomadaires avec nos employés, donc ce qui est peut-être plus fréquent que ce qu'on avait l'habitude de faire. Il faut faire preuve d'ouverture et de franchise pour établir des liens avec les équipes. Et dans la mesure du possible, tirer parti de la technologie pour tenir des appels vidéo autant que possible. Dans un monde où est-ce que tout le monde, tout de suite, est en manque un peu du contact social, les interactions par vidéoconférence sont souvent plus avantageuses que juste au téléphone. Parce que vous avez moins de contrôle sur une équipe à distance, il se pourrait que vous deviez avoir à adopter un nouveau style de gestion. Donc, donnez à votre personnel une plus grande autonomie. Modifiez vos attentes. Faites preuve de souplesse et appuyez vos gestionnaires. Accroître les parts de vente en ligne, la 4e priorité dans notre étude. Donc, les entreprises qui vendaient déjà en ligne ont été moins affectées par le confinement. C'est donc pas étonnant que 75% des entreprises qui veulent accroître leur vente en ligne étaient déjà présentes sur le web. Ils ont vécu, ils ont vu ce qu'être sur le web a pu leur donner et ils veulent continuer de croître à travers le web. La présence en ligne, c'est beaucoup plus que simplement créer un site web et espérer que les gens vont le trouver. C'est aussi vrai pour n'importe quel site web, que votre entreprise soit dotée ou non de fonctionnalités de commerce électronique. Donc, qu'on puisse acheter en ligne ou non directement à travers le site. L'importance demeure aussi importante dans un cas comme un autre. Votre site web, c'est juste un des éléments qui permettront aux clients de trouver votre entreprise, de l'évaluer, d'acheter vos produits et surtout de rester en contact avec votre entreprise via le web. Donc, pour que votre entreprise ait une présence en ligne pleinement optimale, les consommateurs ils doivent avoir une expérience sans problème à chaque point de contact, que ce soit votre site web, les médias sociaux ou une application mobile. La clé du succès consiste à utiliser ces outils-là de la bonne manière et surtout au bon moment. C'est facile, sans investir beaucoup, d'établir une présence en ligne. Ici, sur la diapositive, on a les principaux aspects dont vous pouvez tenir compte pour vous lancer dans la vente en ligne. Donc, s'assurer qu'on a un catalogue de produits d'affichés, le processus d'exécution des commandes, que les choses se font de façon smooth. Les méthodes de paiement, si vous avez un site transactionnel, les frais, vos prix et les politiques, le service à la clientèle et la technologie comme telle utilisée. 56% des consommateurs ont fait plus d'achats en ligne depuis la crise. Donc, je pense que ça, on l'a tous vécu aussi. Souvent, on se reconnaît. Moi, personnellement, je n'étais pas une grosse acheteuse en ligne, mais depuis la crise, j'ai augmenté mes achats en ligne. Les entreprises canadiennes qui ne développent pas une présence en ligne risquent de rater des occasions de croissance mondiale, puis perdre des ventes et probablement perdre du terrain au profit de leurs concurrents canadiens ou même étrangers qui font du commerce en ligne. Comme j'ai mentionné plus tôt, au Canada, on compte 1,1 million d'entreprises. On sait que seulement 50% d'entre elles ont un site web. Donc, ça signifie qu'il y a plus de 500 000 entreprises canadiennes qui sont invisibles pour les clients et les partenaires d'affaires en ligne. On a encore du chemin à faire. Donc, établir une présence en ligne est une occasion à ne pas manquer pour continuer à croître et surtout pour rester concurrentiel. Finalement, notre dernière priorité, 5e priorité, renouer avec la croissance. Donc, plusieurs entreprises canadiennes ont subi une chute importante des revenus, on en a parlé plus tôt, en raison de la pandémie. Donc, les entrepreneurs du pays veulent maintenant corriger la situation et remplir à nouveau leur carnet de commandes. Parmi les entrepreneurs qui prévoient être toujours en activité dans un an, près du quart priorise la prise d'expansion au sortir de la crise.
de la crise. Excusez-moi. Certains voient de belles occasions d'acquisition. D'autres veulent tirer parti d'un secteur qui se porte toujours bien. Une chose est sûre, les entrepreneurs gardent le cap sur la croissance et c'est très fun de voir ça. Il y a plusieurs raisons qui poussent les entrepreneurs à renouer avec la croissance après la crise de la COVID. Voici quelques-unes. Assurer notre survie, donc comme la majorité des entrepreneurs, premièrement, se partent en affaires pour avoir un gagne-pain. C'est sûr qu'assurer la survie de leur entreprise et de leur famille est en numéro 1. Mais il y a aussi, avec la croissance, des opportunités afin de diversifier notre clientèle, surtout lorsqu'on investit dans la technologie et on peut aller chercher des clients ailleurs géographiquement. Diversifier notre offre de services. Beaucoup d'innovations ressortent de périodes de crise. Plusieurs entrepreneurs se disent « notre secteur va bien », comme on a parlé plus tôt, dans l'alimentation, dans la fabrication, certains secteurs vont toujours bien. Donc, voilà ça comme une opportunité pour continuer à prendre cette croissance-là. Il y a des belles occasions d'acquisition disponibles présentement sur le marché. Et certaines entreprises sont en situation financière enviable par rapport à leurs concurrents, donc veulent utiliser ça pour continuer à prendre à faire un plus gros gap entre eux et leurs concurrents et prendre de l'avance sur eux. Les freins à la croissance. Les entrepreneurs qui visent la croissance ont déjà fait leur devoir puis ils comprennent bien les défis qui les attendent. Plus de 56% d'entre eux savent que la conjoncture économique est incertaine, pourrait leur donner du fil à retordre. 2 entreprises sur 5 mentionnent par ailleurs l'impact d'une deuxième vague. Les entrepreneurs s'attendent aussi à faire face à des défis plus courants, tels que la difficulté de trouver de la main-d'œuvre et du financement. Les données montrent un lien direct entre la planification stratégique et le succès d'une entreprise. Et tout de suite, on le voit beaucoup. Jusqu'à 80% des entreprises qui réussissent se dotent d'un plan stratégique. Et lorsqu'on parle d'un plan stratégique, on pense souvent des entrepreneurs qui, avec leur équipe de gestion, ont des plans stratégiques un peu dans leur tête. On parle ici d'un plan stratégique mis sur papier de façon concise et claire pour être exécuté. Le plan stratégique, c'est un outil de gestion qui énonce la situation future souhaitée de l'entreprise, ainsi que les ressources et les tactiques qui vont lui permettre d'y parvenir. C'est vraiment un outil puissant pour générer de la croissance et réaliser une transformation en profondeur de l'entreprise, étant donné qu'il permet d'orienter l'ensemble de l'organisation dans la même direction, s'assurer que tout le monde rame le bateau dans la même direction. Un bon plan stratégique décrit l'avantage concurrentiel de notre entreprise. Il communique la vision et les stratégies de l'entreprise à tout le monde. Il établit les priorités sur le plan des besoins opérationnels et financiers de l'entreprise. Il définit l'orientation et les mesures à prendre pour exécuter ce plan. Un exercice de planification stratégique complet implique l'examen de vraiment toutes les activités, tous les aspects d'une entreprise afin d'établir son orientation future, ses objectifs et surtout sa vision. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 domaines, sur les 3 domaines qui changent en raison de la crise actuelle. Donc, les besoins des clients et le positionnement de l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé dans mes marchés? On sait que la crise a apporté beaucoup de changements sur l'habitude d'achat des consommateurs. Donc, quels sont les nouveaux besoins de mes clients actuels, mes clients futurs? Mon offre est toujours pertinente? Quel est mon avantage concurrentiel? Deuxièmement, nos canaux de distribution. Est-ce que mes méthodes de distribution ont été affectées? On le sait, il y a eu beaucoup de changements dans certains réseaux de distribution. On a tous utilisé le curbside pick-up, que je pense que souvent les parents ont apprécié lorsqu'ils avaient les enfants dans l'auto puis ils n'avaient pas à les sortir. Comment ça affecte mon entreprise? Quel mode de distribution mes clients privilégient-ils maintenant? Le curbside pick-up, on le sait, beaucoup de monde qui veulent que ça reste.
comment établir une stratégie de vente en ligne qui complète les stratégies de distribution qu'on a présentement ou les stratégies conventionnelles. Et votre chaîne d'approvisionnement et vos opérations. Donc, ma chaîne d'approvisionnement doit-elle changer? Comment a-t-elle été affectée? Comment gérer le travail à distance de nos employés? Est-ce qu'on est en mesure de le faire? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on doit amener de la formation pour nous aider à faire ça? Comment s'assurer de la santé et de la sécurité de nos employés et de nos clients? En faisant l'analyse de votre entreprise dans le contexte actuel, vous allez pouvoir cerner plusieurs stratégies pour accroître vos chances de réussite lors de la reprise économique. Le tableau présenté dans la diapositive ici montre une méthode qui permet de réfléchir à ces initiatives-là et de les classer en fonction de leurs bénéfices potentiels par rapport aux efforts et ressources qui sont nécessaires à leur réalisation. On a tous des ressources limitées, donc il est préférable de privilégier les initiatives qui vont avoir une incidence élevée et plus rapide par rapport à des efforts et à des coûts moins élevés. Dans l'exemple illustré ici dans la diapositive, l'entreprise a déterminé que l'amélioration des ventes en ligne est l'initiative qui aura le plus grand impact avec le moins d'efforts et le moins de risques. Donc, en résumé, on a nos 5 priorités donc, des entrepreneurs canadiens. Redresser les finances, tirer parti de la technologie, miser sur le télétravail, vendre en ligne et renouer avec la croissance. En ce qui nous concerne à la BDC, en tant que Banque des entrepreneurs canadiens, on va continuer d'être là pour aider les propriétaires d'entreprises à surmonter la deuxième vague et surtout les aider à s'engager sur la voie de la reprise en continuant d'offrir du financement et des services conseils. C'est ça notre rôle et on va continuer de le jouer. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça conclut les résultats de notre étude. Ça m'a fait plaisir de vous présenter aujourd'hui. Comme je disais plus tôt, on a une ressource aussi à Charlottetown, Caitlin Godfrey, qui travaille avec nous. Et je vous invite, si vous n'avez pas rencontré Caitlin, de communiquer avec elle. Et ça va lui faire plaisir donc de soit répondre à vos questions ou de parler de comment on peut aider les entrepreneurs à passer à travers ce qu'on vit présentement, mais surtout de prendre cette reprise économique après la crise. Ça me fait plaisir et je suis ouverte à des questions si je peux y répondre. On va te demander, Marie, de fermer la présentation. Oui. Maintenant qu'on peut voir tout le monde s'il y a des questions. Et voilà. Alors voilà, c'est temps pour vos questions. Bonnie. Bon, oui, moi j'ai une petite question par rapport à le télétravail. Ça fait peut-être quelques semaines que je commence à entendre les répercussions peut-être un peu négatives qui sortent du mouvement vers le télétravail. Puis je me pose la question à voir si la BDC s'est penchée à étudier ce phénomène-là un petit peu plus approfondi. Ici, à l'île du Prince-Édouard, par exemple, le downtown Charlottetown a souffert grandement, les restaurants, les commerces, etc. Puis là, même nous, au RD, on est en réflexion par rapport au télétravail. Puis là, c'est la question de payer des loyers, puis les compagnies qui ont ces bâtiments-là, brick and mortar un peu, là. Alors, je pose juste la question en général. Ça fait un certain temps que j'entends, au début de COVID, c'était télétravail, c'était tout positif. Là, on commence à voir une vague de les répercussions un petit peu plus négatives. Oui, on le voit ici aussi, puis je pense que comme vous dites, c'est une réalité de tous les centres-villes, probablement à travers le Canada. Tu sais, je parle à mes collègues à Montréal, puis le centre-ville de Montréal est désert totalement. Donc, je pense que c'est une réalité que tout le monde commence à vivre, puis de voir qu'il y a des enjeux qui vont venir avec ça. Je dirais qu'on n'a pas fait d'études spécialisées encore dans ce segment-là. On voit puis c'est quelque chose qu'on se penche dessus. Puis comme on disait, là, au niveau des immeubles à location, comme les espaces,
les entreprises vont peut-être regarder à diminuer leurs espaces parce qu'ils vont favoriser le télétravail ou faire plus de rotation, donc du temps partiel au bureau, temps partiel à la maison, des choses comme ça. On commence à en entendre parler. On est en train de regarder à ça parce que nous, en tant aussi que prêteur, on a un portefeuille dans cette industrie, fait qu'on va essayer de voir que ça va être l'impact au niveau de l'industrie de la location d'immeubles, mais on n'a pas encore de données là-dessus parce qu'on n'a pas creusé encore. OK. Ouais. Moi, j'ai une question. Un chiffre qui m'a étonné, c'était que 50% des entreprises canadiennes n'ont pas de présence web. 50%. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que ce chiffre-là est pareil pour la région atlantique ou bien est-ce que c'est pire? Parce que des fois, on a tendance à voir des chiffres pires pour l'Atlantique. Je ne me rappelle pas, il faudrait que je sorte l'étude. On a une étude là-dessus sur la digitalisation donc, des entreprises pan-canadiennes, puis on avait des chiffres. Il me semble que l'Atlantique, on était peut-être un peu pire, mais pas beaucoup comparativement au reste du Canada. Demeure que ces chiffres-là, comme on dit, 50%, c'est beaucoup. On a du chemin à faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai une entreprise qui ne fait pas affaire avec le consommateur direct, donc je n'ai pas besoin d'être en ligne, puis ce n'est pas vrai. Donc, il faut essayer de comprendre puis de convaincre nos entrepreneurs que même si vous faites affaire avec des entreprises du B2B, c'est autant important d'être en ligne parce que finalement, l'autre entreprise qui va faire ses recherches pour faire affaire avec une autre entreprise va faire la même chose que tout le monde fait quand il magasine, va aller voir en ligne, va aller voir le site web. C'est là que ça commence. Mais oui, c'est un chiffre qui est choquant quand on voit ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est content de voir que avec la pandémie, des fois, il y a du bon qui sort des crises. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Parce que là, les gens commencent à s'apercevoir il faut qu'ils investissent dans les technologies, mais on a besoin d'aller en ligne puis d'investir là-dedans. Mais oui, c'est choquant. D'autres questions? Dans les 5 grandes priorités, vous avez parlé de la technologie et puis d'accroître les ventes en ligne. Est-ce que la BDC, est-ce que pour les entrepreneurs, est-ce que vous avez des programmes précis envers ces... Absolument. Oui. Donc, 2 choses. Premièrement, on offre du financement pour supporter ces initiatives-là technologiques. Donc, souvent, le financement pouvait être un frein à ces investissements-là parce que c'est du financement, c'est pas de la bâtisse, c'est pas des équipements. Les banques sont pas trop ferventes à prêter de l'argent sans actif pour garantir. Donc, on peut nous offrir du financement pour investir, que ce soit du matériel informatique, mais même du software, vraiment investir, ou que ce soit au niveau de la stratégie. Donc, on peut fournir du financement directement pour ça. De l'autre côté, au niveau de services conseils, les investissements en technologie sont très importants, mais ça peut être aussi des investissements très risqués. On sait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait qu'on a beaucoup de services, beaucoup de solutions en services conseils pour supporter les entrepreneurs dans leurs investissements en technologie. On a une multitude, que ce soit à identifier qu'est-ce qui est le bon software à acheter pour un besoin particulier, ou même du départ. Évaluer c'est quoi notre culture digitale. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui investissaient en technologie, mais comme l'entreprise comme telle n'avait pas une stratégie ou une culture digitale, tu as beau investir comme tu veux, si les employés n'utilisent pas les softwares, les outils technologiques que tu mets en place, bien, ton investissement ne va pas rapporter. Fait que c'est vraiment, de un, dire l'entreprise, où est-ce qu'elle se situe au niveau digital, au niveau de sa capacité à aborder le changement. Les employés, où est-ce qu'est leur confort? Comment on va faire pour avoir une stratégie pour commencer à intégrer des outils technologiques, puis s'assurer que les gens les utilisent, puis qu'on en ressorte le maximum. Ça, c'est le genre de service qu'on peut aider. Faire une stratégie
de vente en ligne. Fait qu'au niveau marketing, comment d'avoir une stratégie? Parce que, je veux dire, l'Internet, c'est immense. Hein? Tu peux dépenser comme tu veux sur Internet. Si tu ne le fais pas comme il faut, il y a personne qui va te voir quand même parce que tout le monde se bat là-dessus. Ça fait que d'avoir une stratégie puis s'assurer d'avoir un plan en place. Comme on dit, un plan stratégique pour notre entreprise, ça nous prend un plan stratégique pour le digital. Fait que d'aider les entrepreneurs à l'élaboration de ce plan stratégique-là, puis aussi les aider à gérer le changement dans leur entreprise. Puis après ça, bien, on a toutes sortes de différents produits, comme je disais, pour les aider à choisir des systèmes software, des choses comme ça. Bon, nous, on n'est pas attaché à aucun vendeur. Souvent, les entreprises nous disent, ben, je veux m'acheter un système ERP. Puis là, il y a le gars de SAP qui vient, mais lui, il essaie de vendre son produit. Je ne sais pas si c'est le bon produit. Pour moi, ça coûte très cher et on sait que 75% d'intégration des systèmes ERP ne fonctionne pas. Souvent, ça coûte très cher. Fait que nous, on s'assure d'aider et d'être un agent neutre pour aider l'entrepreneur à définir c'est quoi leurs besoins, identifier les bons vendeurs là-dedans, s'assurer que ce qu'ils reçoivent, ils sont conscients de ce qu'ils reçoivent en termes de software, puis limiter les risques à ces investissements-là. Fait que oui, on a beaucoup de solutions au niveau financement, au niveau de conseil qui est autour de la technologie. Je dirais aussi notre site web, donc bdc.ca, on a beaucoup de choses sur bdc.ca. Beaucoup de, bon, il y a des blogs, mais il y a beaucoup d'informations, beaucoup de tips and tricks sur quoi regarder, quoi faire attention, que ce soit au niveau technologie, mais au niveau de planification stratégique, que ce soit gestion du fonds de roulement. Encore là, on parlait, c'est important présentement plus que jamais pour les entrepreneurs de faire attention à leur liquidité, de gérer leur fonds de roulement comme il faut, de connaître leur fonds de roulement. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas super confortables à comprendre leur propre fonds de roulement. Donc, on a les outils gratuits sur notre site web, là, faciles à utiliser, que les entrepreneurs peuvent aller chercher puis utiliser pour gérer leur fonds de roulement, pour comprendre leur cycle de recevable, leur cycle de payable, des choses comme ça. Donc, c'est un bon point à commencer, une belle place à commencer, puis de référer les gens à aller chercher ce qui est disponible sur notre site web là, gratuitement pour les aider. Autre question? Une autre? Ricky? Dans la 5e priorité, donc, tu as parlé sur la croissance. Dans votre étude, vous avez parlé que les entreprises semblaient indiquer vouloir s'en aller dans la diversification, autant au niveau de la clientèle que le service rendu. Est-ce que à ce point-ci, il y a comme une identification de nouveaux marchés potentiels suggérés, si vous voulez, qui semblent, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui c'était très dur et d'autres qui en ont profité énormément. Alors, est-ce qu'il y a un portrait qui se dessine à ce sujet-là, qui pourrait être suggéré à nos entreprises d'explorer, ainsi de suite? Je ne sais pas si je peux répondre clairement à ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que oui, les entreprises cherchent à essayer d'aller chercher une croissance en diversifiant leur clientèle et diversifiant leurs produits. Donc, on sait qu'il y a beaucoup, bon, on a vu au milieu de la crise, beaucoup d'entreprises qui sont parties dans le PPE, pour protéger, faire les masques, faire les visières, des choses comme ça. Puis c'est des entreprises qui n'étaient pas nécessairement dans le domaine du tout. Donc, on a vu beaucoup d'entreprises, par exemple, dans le domaine du textile, du monde qui faisait du linge, qui tout d'un coup ont décidé de faire des masques parce que c'était quand même de certaines façons relié. Des entreprises qui tout de suite, on le voit qui essayent de modifier ou de voir s'ils peuvent aller dans les secteurs qui vont bien, comme dans la construction ou dans les matériaux qui fournissent dans le supply chain de la construction. On sait que le marché immobilier va quand même très bien, que ce soit à l'île du Prince-Édouard, ici au Nouveau-Brunswick. Et
les entreprises dans ce domaine-là vont bien. Fait que j'essaie de voir ce qu'ils peuvent s'enligner, mais il n'y a pas une sphère magique. Je pense que tout le monde essaie de voir s'ils sont capables d'aller chercher un petit peu plus en faisant quelque chose un petit peu différent ou encore là, en ligne, d'aller chercher leur clientèle autre que localement. Je pense que ça, c'est la grosse affaire. Tout de suite, beaucoup plus de gens veulent vendre plus en ligne. C'est là qu'on voit la plus grosse demande. Là. Fait qu'au niveau technologique, au niveau site web, au niveau stratégie marketing pour aller chercher une nouvelle clientèle, c'est là qu'on voit le plus de demandes tout de suite et qu'on voit le focus changer pour, je dirais, une plus grosse masse de nos petites entreprises. Dernière chance pour des questions. OK, donc on va dire que la période de questions est officiellement close. Madame Gingras, vous pourrez nous envoyer votre présentation? Absolument, absolument. Je pense qu'on va vous l'envoyer en format PDF. Moi, je peux vous la distribuer. Absolument. Pour la rendre disponible aussi à nos clients, à nos membres. Donc, si c'est tout, est-ce qu'il y a des commentaires finaux de quelqu'un? OK, on a eu des thumbs up, là. All right, c'est beau. Merci. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis, je vous souhaite une bonne semaine de la PME. All right, merci beaucoup. Donc, nous autres, au nom de tous les participants et participantes à cette matinée virtuelle des entrepreneurs coopérateurs, il m'a fait un grand plaisir de vous remercier très sincèrement de votre présentation si informative. Nous avons beaucoup apprécié que vous avez investi beaucoup de temps dans la préparation et la présentation de cette conférence, même si nous sommes juste un petit groupe. Mais nous allons faire sûr de la distribuer plus largement. Nous sommes certains que les conseils que vous avez offerts pourront nous servir et pourront servir à nos clients. Donc, alors, merci à Mme Gingras. Merci aussi à nos commanditaires, nos partenaires, la CBDC PI Central. Merci Tania. Et merci aussi au Centre d'action rurale de Wellington, José. Merci beaucoup. Et finalement, merci à tout le monde qui a participé à la matinée. Donc, c'est ça pour maintenant. Merci beaucoup d'avoir assisté et à la prochaine. Merci. Marie-Christine, je vais te demander de rester un moment.